Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire commun Unitrad SFJRO. Je suis Dr Sébastien Guillard, je suis radiothérapeute à Strasbourg et j'organise pour le groupe Unitrad cette nouvelle série de webinaires où aujourd'hui nous allons écouter le Dr Nicolas Riss, pharmacien de l'Agence du numérique en santé, nous parler des données de vie réelle mais du point de vue interopérabilité logicielle et accès aux données en oncologie. Alors, pour rappel, l'objectif de ces webinaires pour Unitrad, c'est de présenter le présent et le futur de l'exploitation des données de vie réelles pour susciter des projets. Entre 2022 et 2023, nous avons fait une série de 3 webinaires centrés sur la vision, entre guillemets, territoriale de 3 centres Unicancer, Bergonié, Curie et Léon Bérard. Et vous pouvez retrouver les replays de ces vidéos sur la chaîne YouTube d'Unicancer avec le mot-clé Unitrad. On a décidé de faire une nouvelle série très transversale centrée cette fois-ci sur les logiciels avec 4 interventions de professionnels de la donnée. Nicolas Riss aujourd'hui sur une thématique un peu introduction et interopérabilité. Nous écouterons ensuite Monsieur Aurélien Jobard de l'INCA sur le projet Osiris. Et pour finir, nous nous intéresserons aux données dans nos logiciels métiers avec Monsieur Julien Chergui pour les systèmes dans l'environnement variant et Rémi Eugène dans les systèmes de l'environnement Electa. Les replays seront disponibles à peu près 2 ou 3 semaines après les webinaires sur la chaîne YouTube du cancer, toujours avec le mot-clé Unitral. En radiothérapie, nous produisons une grande quantité de données dans notre périmètre d'intervention. Ça part des consultations, ensuite ça suit le workflow avec le scanner de repérage, l'ajout des contours, la dosimétrie, les données qui sont liées au calendrier, aux doses dans les logiciels Record and Verify, et puis aussi les données produites par les machines. En général, en radiothérapie, on va plutôt s'intéresser à ces données-là parce que pour des questions d'accessibilité. Et en novembre et en décembre, les spécialistes de ces logiciels vont nous expliquer comment accéder à ces environnements pour la recherche et pour les thématiques qui nous intéressent. Mais ce périmètre est assez limité puisqu'on sait qu'en cancérologie, on a besoin d'avoir accès à l'ensemble des données produites par les soins, que ce soit les données produites par nos amis oncologues médicaux, par nos amis chirurgiens, par les anapathes, et aussi les données qui sont liées directement au patient. Ça peut être des lames numériques de l'histologie, ça peut être l'imagerie, ça peut être les prises de sang, ça peut être aussi tout ce qui est génomique lié à la tumeur ou au patient. Donc on n'est pas tout seul, et il faut que ces données soient pas opérables, mais interrogeables de manière transverse et transparente. Et c'est Monsieur Aurélien Jobard qui nous parlera du projet Osiris qui est supporté par l'INCA sur cette thématique. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux logiciels, quelques notions. Donc, les logiciels que nous utilisons au quotidien, là j'ai pris les logos de ceux de mon centre qui correspondent à nos logiciels métiers, puis aussi aux logiciels d'établissement avec de l'imagerie et puis des gestions documentaires communiquent entre eux. Ils sont interopérables jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain dataset, et il existe des normes de communication et d'interrogation qui sont communes aux logiciels. Ces normes sont définies au niveau international et sont suivies à la lettre par les éditeurs s'ils veulent que leur logiciel fonctionne correctement pour leurs clients. En France, on a l'Agence du numérique en santé qui travaille sur cette interopérabilité et nous, en tant que communauté de radiothérapie, l'enjeu est de connaître ces principales normes et les portes d'entrée aux données puisque c'est tout à fait lié, comme va nous l'expliquer Nicolas. L'objectif du jour, c'est introduire des notions qui seront utiles pour les webinaires suivants. C'est acculturer la communauté de la radiothérapie au concept utile pour les échanges avec les services informatiques, les gens qui s'occupent de la data factory. Je pense que savoir ce que c'est qu'une API, savoir avoir des notions de ce que c'est que le standard Fire, c'est intéressant quand on discute avec eux. Également, quand on va discuter avec les éditeurs de logiciels et puis les prestataires que nous allons commencer à contacter et qui vont travailler sur les données de vie réelle en radiothérapie et en oncologie en général. Et puis, dernier point, ça va être aussi d'encourager la communauté, je pense surtout aux jeunes, à aller fouiller dans les logiciels de santé, puisque vous allez voir, il y a des choses qui arrivent et qui sont extrêmement intéressantes. Donc, pour nous parler de tout ça, j'ai proposé à Nicolas Riss, qui est de l'Agence numérique santé, de nous présenter ça. Nicolas, avec ton parcours qui est
à la fois très technique et à la fois soignant, dont tu vas nous raconter quelques éléments. Tu m'as semblé être le meilleur élément puisque on comprend ce que tu dis et tu arrives à nous expliquer avec des mots simples ces notions dont on va avoir besoin. Voilà, donc je te laisse te présenter et peut-être aussi introduire ton parcours. Merci Sébastien. Bah, j'essaye de vulgariser, ça fait effectivement partie de mon travail pas mal. Donc moi je suis issu d'un cursus assez atypique où j'ai fait un DUT informatique puis les études de pharma. Après avoir rejoint une start-up, j'ai rejoint l'ANS, l'Agence du numérique en santé. Je vais rentrer dans les détails tout de suite. Donc ma présentation est en trois parties. Donc tout d'abord je vais vous présenter l'ANS, quelles sont les différentes missions de l'ANS. Ensuite je vais vous parler d'interopérabilité de manière très générique. Qu'est-ce que l'interopérabilité? À quoi ça sert? Et enfin, je vais appliquer l'interopérabilité à l'oncologie. Voilà, donc l'ANS, on est à Paris Santé Campus. Donc, c'est une sorte de gros hôtel de start-up où l'idée est de faire rencontrer tout l'écosystème des données de santé au même endroit. Donc, on est 250, on est une agence publique, un groupement d'intérêt public avec trois missions principales, avec un rôle de régulateur, d'opérateur et un rôle commun de valorisateur et de promoteur. Ce premier rôle de régulateur concerne a pour but de réguler tout l'écosystème, de veiller à ce que tout le monde respecte des normes de cybersécurité, de veiller à ce que les personnes respectent les bonnes règles d'hébergement des données avec la certification HDS, de déployer l'INS ou de ce genre de choses, et de déployer aussi la ICPS. On a également un rôle d'opérateur. On va également avoir différents services rattachés à l'ANS avec le S6AMU, l'Aurore, l'Annuaire Santé, l'AMS Santé, Pro Santé Connect, etc. Enfin, on a aussi un rôle de promoteur et valorisateur où on organise chaque année des lauréats. Enfin, on va organiser un concours de talent de la e-santé où on va nommer des lauréats. On va également animer toute une communauté à partir d'une série de webinaires avec une plateforme de concertation pour demander l'avis de chacun et vraiment avoir une perspective d'amélioration continue où chacun peut commenter en fait nos travaux. J'y reviendrai par la suite. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, un engagement très fort auprès de la communauté avec énormément d'événements, de rencontres avec les professionnels de santé, les éditeurs de logiciels, etc. Et un accompagnement aussi des régions au niveau des grades et des airs. Donc voilà, on va rentrer dans le cœur du sujet avec l'interop, qui est un des points phares de la l'ANS. Donc on est une équipe de 25 personnes, je dirais, d'interopérabilité qui concerne la sémantique, la syntaxique, etc. Donc en quelques mots, qu'est-ce que l'interopérabilité? Donc pour faire simple, j'aime bien prendre l'exemple de date. Donc prenons l'exemple de ma date d'anniversaire, donc le 22-02-1993, on peut l'écrire de plein de façons différentes. 22-02-1993, 22 février 1993, Feb 22-93. Et en gros, si tout le monde utilise des formats de dates différents, et ben les systèmes ils vont pas se comprendre ensemble. Donc en gros, c'est ça l'interopérabilité, c'est trouver des formats communs. Et là, je vous ai donné l'exemple de date, mais finalement, les données médicales, c'est beaucoup plus vaste et complexe que ça, avec les pathologies, les symptômes, la radiothérapie, etc., etc. Donc, c'est pour ça que vraiment, dans les données médicales, il y a un besoin fort de standardisation pour que les données soient comprises entre les systèmes, pour que les données soient partagées entre les différents logiciels de soins, pour que toutes les données accessibles dans un logiciel soient aussi accessibles dans un autre logiciel et éviter de switcher, et également réutiliser afin d'éviter d'avoir à dupliquer la donnée un peu partout. Et c'est aussi une problématique très courante, c'est que dans la médecine, il y a beaucoup de textes libres et de PDF, donc pas forcément compris par les logiciels et encore moins utilisables pour la recherche. Et donc, une petite anecdote, donc pendant mon externat en pharmacie en réanimation, c'est vraiment là où j'ai eu ce déclic parce que j'ai eu un peu un métier d'attaché de recherche clinique où on me demandait en fait d'aller sur l'interface graphique, donc sur le logiciel de soins, pour recopier les données sur un Excel, pour récupérer des données issues de patients en choc septique. Il y avait peut-être 200, 300 données différentes par patient étalées sur 7 jours d'hospitalisation. Et donc, moi, en tant qu'informaticien, je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi on en est là? Pourquoi est-ce qu'on peut pas faire ça automatiquement? Parce que c'est bien dans une base de données.
Et donc c'est pour ça que j'ai fait un petit script, une petite macro Excel qui est techniquement rien du tout et qui a créé une plus-value incroyable pour les médecins parce que du coup, enfin, je leur ai enlevé une épine du pied avec une solution technique vraiment pas difficile à mettre en place. Mais la problématique, après, dans ma carrière professionnelle, je me suis dit comment généraliser ça et faire un outil générique qui permet de faire ça pour tous les cas d'usage. Et on verra que c'est pas si simple que ça. Et donc, pour résumer l'interopérabilité, hein, pour moi, c'est juste des gens qui discutent ensemble pour trouver un langage commun, pour partager les données de santé et pour pouvoir les réutiliser et comprises. Donc, globalement, qu'est-ce que permet l'interopérabilité dans un monde parfait où l'interopérabilité est parfaite sur l'ensemble des données de santé? Je suis un peu optimiste, hein. On va pouvoir optimiser les coûts. Donc, pour les éditeurs de logiciels, d'éviter à créer autant d'interfaces que de logiciels. Donc, d'essayer de comprendre le langage de chacun des logiciels pour incorporer les données de chaque logiciel. Pour l'assurance maladie, effectivement, ça permettrait également potentiellement d'éviter de répéter des actes médicaux, par exemple des actes d'imagerie, et également un gain de temps pour le personnel soignant, s'il y a déjà moins d'actes médicaux à faire, une, euh, et gagner du temps aussi sur la collecte de données si on arrive à l'automatiser. Euh, c'est peut-être un peu fort, mais peut-être qu'un jour on arrivera à révolutionner la recherche médicale et la santé publique si on arrive à accéder de manière instantanée à des données propres, de qualité, qu'on peut directement traiter pour faire des analyses statistiques derrière. Ou je pense également au Covid, où si on avait toutes les données sur tous les hôpitaux avec la dispo en lit, ça aurait été beaucoup plus simple peut-être de gérer cette pandémie. Et in fine, peut-être sauver des vies en améliorant la recherche clinique, en, en évitant des contre-indications si on a plus de données sur le patient, en prenant des décisions plus éclairées. Voilà, maintenant je vais vous parler de l'ANS. Comment est-ce qu'on travaille sur l'interopérabilité en vous faisant un focus sur Fire. Globalement, l'interopérabilité, quand on veut faire des spécifications d'interopérabilité, c'est-à-dire trouver un format de données pour des données de santé, on ne peut pas le faire de manière générique pour tout répondre à tous les cas d'usage en même temps. Il faut vraiment qu'on se concentre sur un cas d'usage, sur un périmètre bien défini de base. Donc globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des demandes de l'extérieur de n'importe qui. N'importe qui peut faire des demandes, que ce soit des personnes techniques ou pas du tout. Euh, on va, on va avoir par exemple, ce genre de demande-là, donc la recherche en oncologie, la gestion d'agenda partagé, par exemple, si un logiciel de soins veut transmettre tous les rendez-vous programmés à un autre logiciel, gérer le cercle de soins des patients, etc., etc. Donc, on aura une liste de demandes. Une fois qu'on a une liste de demandes, on aura un comité de concertation, on va prioriser les sujets. Donc, une fois que les sujets sont priorisés, on va commencer à travailler dessus à l'ANS. On va faire une étude du besoin. Donc, on va vraiment estimer de manière précise quelles sont les données qu'il va falloir partager et sous quel format on va les utiliser. Et le format, du coup, il sera défini dans la deuxième partie, dans les spécifications techniques. Et pour rédiger ces spécifications techniques, donc on va s'appuyer sur des standards internationaux pour vraiment réutiliser un maximum de ce qui a été fait. Et que si on veut collaborer à une échelle internationale, ce soit plus simple si on est déjà un peu aligné avec ce qui se fait international. Et dernière, et à la fin, au bout du compte, les logiciels de soins, les éditeurs logiciels peuvent intégrer ces spécifications d'interopérabilité et respecter ces spécifications pour pouvoir réutiliser et rendre accessibles les données dans un format de données clair, précis, fixé et qui soit compréhensible par tous. Et du coup, après, on peut avoir un usage secondaire de ces données où ces données pourraient être partagées entre plusieurs logiciels de soins. On pourra les collecter pour les données de vie réelle. On pourra alimenter mon espace santé, etc., etc. Donc, comme je vous l'ai dit, on s'appuie sur des standards de données internationaux. Une association qui gère les standards, une des plus grosses associations internationales, ça va être HL7, Health Level 7. Donc, comme je vous l'ai dit, qui développe des standards. Donc, historiquement, on a le HL7 V2 et le CDA qui sont encore très, très utilisés en France. Vraiment, c'est les standards les plus utilisés en France. En V2, surtout à l'hôpital, en intra-hospitalier, en CDA, je pense beaucoup au DMP, où tous les documents du DMP sont en CDA. Et enfin, Fire, qui arrive sur le marché de plus en plus, 2018, qui est vraiment à la mode, tout le monde en parle. Et donc, maintenant, je vais vous faire un petit focus sur Fire. Donc, globalement, ça concerne des données très variées. On peut faire un peu ce qu'on veut avec Fire, c'est ça qui est génial. Ça concerne les données cliniques, administratives, recherche. C'est vraiment très personnalisable. Mais pour que ce soit personnalisable, il faut que Fire soit très générique au départ. Et si c'est très générique, c'est pas interopérable.
C'est pour ça qu'il doit être contraint et donc adapté à chaque cas d'usage, adapté au contexte français, adapté aux besoins, par exemple en radiothérapie, pour que ce soit utilisable dans un cas d'usage bien précis. Et donc après, il y a tout un système d'héritage. Donc, je prends l'exemple de l'API mesure de santé pour mon espace santé. On a les spécifications de mon espace santé qui héritent des spécifications du CICIS, donc du cadre d'interopérabilité qui est géré par l'ANS, qui hérite des spécifications d'HSE de France, qui hérite lui-même des spécifications internationales. Voilà, et derrière, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'unifier le format des données, mais également unifier la manière de requêter les données, de pouvoir y accéder, qui permet vraiment en fait, de réutiliser les données, de brancher des logiciels de manière plug and play et d'extraire les données vraiment de manière efficace. En plus de ça, un avantage de Fire, c'est que ça utilise les technologies modernes du web, que pour les développeurs, ben, c'est beaucoup plus attractif que les anciens standards, que c'est beaucoup plus simple d'application et d'usage. Et pour vous montrer ça, donc, je vous montre un message HL7V2 de glycémie. On arrive à avoir un prénom Eve, là, on voit le nom glucose, on arrive à avoir une unité milligrammes par décilitre. C'est un peu compliqué. Et à côté, Fire, on voit que c'est beaucoup plus lisible. On voit que c'est une observation de type glycémie avec le sujet, le patient concerné dans subject et la valeur de la glycémie. Donc, comme je vous l'ai dit, je répète, ça c'est vraiment un point important, c'est que Fire est très générique. C'est pas juste en implémentant Fire qu'on sera interopérable, pas du tout, parce que c'est fait pour être utilisé dans tous les cas d'usage. Donc, il est vraiment nécessaire de le surspécifier pour répondre à une problématique précise et du coup se mettre d'accord vraiment sur comment surspécifier. Et pour ça, on a vraiment besoin des médecins. Donc, je prends un peu de l'avance, mais pour vraiment savoir quelles sont les données qu'il faut échanger, à quoi ça sert pour vraiment pour vraiment faire des focus sur les données où il y a une plus-value pour la recherche et pour le soin. Une fois que ces spécifications donc, sont vraiment développées, matures, on va pouvoir les implémenter, enfin, les éditeurs vont pouvoir les implémenter et ça va permettre d'avoir une porte ouverte vers les données pour la recherche sur les données vie réelle et la création d'applications de traitement des données. Et on peut imaginer qu'une fois qu'on a une API Fire, on pourrait imaginer créer des logiciels qui permettent de générer automatiquement des fichiers Excel pour faire des analyses derrière. Donc voilà la petite introduction sur l'interop de manière très générique. Maintenant, je vais vous parler d'oncologie plus précisément et des derniers et des différents standards de données de vie réelle. Donc tout d'abord MCODE. Donc MCODE, c'est un standard américain qui est générique à tout type de cancer et qui est créé dans le but de collecter une seule fois les données de soins pour ensuite les exposer et les réutiliser un maximum. Donc l'idée, c'est que l'ensemble des systèmes d'information hospitaliers ou de vendeurs, donc la réclame ou la recherche, utilisent en fait des API Fire qui exposent les données au même format. Et donc on voit les flèches là avec les différents organismes et logiciels. Donc les hôpitaux, les patients, l'assurance maladie, la recherche vont exposer tous des API Fire qui utilisent le même format pour pouvoir partager de manière très naturelle les données collectées une fois et de manière. En termes de technique, ça va se baser sur le standard HL7 Fire et ça va hériter du S-Core, donc les profils américains, qui est donc limité au, au périmètre états-unien pour l'instant. Bien sûr, il faut parler de OMOP, pardon. OMOP, c'est un modèle de données commun. Donc, qu'est-ce qu'un modèle de données commun? C'est une base de données, en fait, à un format qui est défini et très précis en amont. C'est comme si on pouvait imaginer un template Excel, donc tout le monde a les mêmes colonnes, les mêmes lignes, et donc ce qui permet de faire des analyses multicentriques. Donc, si tout le monde a le même format de Excel, après, euh, on peut, euh, on peut on peut copier-coller et rajouter, consolider deux Excel ensemble assez facilement. Et c'est le même pour OMOP. Donc, si tout le monde a le même format de base de données, eh ben, on va pouvoir faire des analyses multicentriques. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir dans les sources les différents logiciels de soins, de transformer les données des logiciels de soins vers le format OMOP, le Common Data Model, donc le modèle de données OMOP, pour ensuite pouvoir faire des analyses multicentriques. Donc, OMOP, c'est un scope très vaste de la recherche sur les données de vie réelle et c'est pas limité à l'oncologie. Enfin, initiative française, Osiris. Donc, Aurélien va vous en parler dans un mois. Donc, je vous invite à suivre également
le prochain rendez-vous. Donc, l'idée du modèle Osiris, c'est d'avoir une modélisation autour du patient cancéreux et de son ou ses événements tumoraux. Et à chaque événement tumoral, on va accompagner les traitements. On va y accompagner les traitements, donc la chimio, la radiothérapie, ainsi que l'évaluation de son traitement, la génétique et la radiomique autour de cet événement tumoral. C'est des spécifications qui ont été développées en français. Et derrière la technique, c'est un modèle de données commun associé à un guide d'implémentation Fayard. Donc voilà, la... je laisserai Aurélien en parler davantage à la prochaine séance. Donc voilà, il reste 9 minutes, c'est parfait pour une séance de questions. Si, si vous avez des questions. Sébastien? Alors j'en ai une. Comme on est un peu bête, est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est qu'une API? Ouais, carrément. Alors, une API, c'est quelque chose. On va revenir sur mes slides sur V2. Donc, initialement, en fait, on fonctionnait plutôt à l'événement. Par exemple, une glycémie a été prise, donc ça va être envoyé d'un logiciel à l'autre de manière un peu automatique. Et maintenant, grâce à Fire, en fait, enfin, on est passé sur un paradigme API REST. Donc, l'idée, c'est d'avoir tout le temps à disposition, en fait, une interface qui va permettre de demander, en fait, de requêter certaines données au logiciel. Donc, par exemple, envoie-moi tous les patients qui sont du sexe masculin. Et du coup, on va pouvoir interroger, en fait, le logiciel qui expose des données de manière automatique. Donc, on va pouvoir interroger, en fait, on va pouvoir interroger pour avoir l'ensemble des données d'intérêt. Et comme ça sert à des aussi, ça sert à des développeurs parce qu'il y a toute une documentation qui permet de s'y retrouver, ça va permettre à des entreprises tierces d'aller valoriser les données qui sont dans les logiciels, en plus de simplement faire communiquer les données entre deux logiciels existants, Mm, si je comprends bien le truc. tout à Donc fait. c'est Et vraiment la porte d'entrée, c'est vraiment une porte d'entrée qui est hyper importante avec des guidelines, avec une documentation qui nous permettra à nous, à les gens avec qui on travaille, d'aller fouiller tout ce qu'on veut dans les logiciels. Et j'aime bien dire que enfin, l'interopérabilité, ça permet entre autres de donner des règles aux API. Et les API, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment en fait faire le lien entre la technique, les développeurs, et le besoin fonctionnel, donc les médecins qui vont vouloir accéder ou échanger des données. Donc c'est vraiment spécifié pour faire le lien entre le besoin fonctionnel et technique. Alors là, Sophia? Oui, merci beaucoup pour la présentation. C'est vraiment super clair et extrêmement motivant. Je crois qu'on est tous convaincus de l'importance de l'interopérabilité des données, en particulier en radiothérapie, pour pouvoir analyser. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez dit que effectivement ça aurait pu impacter pendant le Covid la disponibilité des lits. Voilà, bah, on a exactement la même chose en radiothérapie. Je veux dire, quand on change une technique ou pouvoir monitorer notre qualité au quotidien, non seulement pour la recherche clinique, mais aussi pour le soin courant, c'est quelque chose qui me semble hyper important. Alors aujourd'hui, ben, on a des projets, on essaie de participer à différents projets. Hein, et un grand merci à Sébastien qui est hyper moteur là-dedans. Bon, je vais pas citer tout le monde, mais Charlotte Robert, David Pasquier. Mais on se heurte quand même à des difficultés des fois de discussion ou de montage de projet parce que les intérêts des industriels sont pas forcément toujours ceux des académiques. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité d'aide de l'Agence du numérique en santé ou à qui s'adresser? Est-ce que pour l'instant, c'est aller chercher de l'aide pour un projet? Première question. Deuxième question, est-ce que dans un avenir plus ou moins lointain, on imagine que ces formats vont devenir obligatoires dans les données de santé? Alors, c'est déjà en partie le cas. Donc, globalement, avec les fonds du Ségur, c'est ce qui se passe actuellement. Donc, dans le cadre d'interopérabilité, on a un certain nombre de spécifications et on peut les rendre opposables. On peut les rendre obligatoires aux éditeurs. Donc, inscrit à la loi, il faut qu'on respecte ces réglementations. Donc, c'est pas tout le CISI, c'est pas tout le cas d'interopérabilité, c'est certaines spécifications. Et après, du coup, grâce au Ségur, on a aussi donné des fonds pour permettre d'implémenter ces spécifications d'interopérabilité. Je crois aussi
au fait que, enfin, les hôpitaux, vous êtes les clients et donc peut-être que vous pouvez aussi demander de respecter des spécifications aux éditeurs, j'imagine. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de créer plus de liens entre l'interopérabilité et les médecins pour que vous ayez connaissance de nos travaux et comment ça se passe derrière un peu plus techniquement. Comme ça, maintenant, grâce à la vidéo et à ces dialogues, on sait comment ça marche derrière. Et quand on va aller discuter avec les éditeurs, on pourra déjà avoir une notion de leur vocabulaire. Et spoiler alerte, hein, Variant et Electa préparent des API en Fire avec un dataset qui sera à discuter éventuellement avec eux. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est en background, quelque chose qu'on ne voit pas forcément, qui est en tâche de fond, mais qui est hyper important et que nous a présenté Nicolas. Alors, il y a des questions dans le chat. Il y a Stéphanie Wong qui demande ce qu'on peut faire en tant que médecin à ce stade. Tu as déjà un peu en partie répondu. Alors, j'ai une précision supplémentaire, c'est qu'il y a plusieurs hôpitaux qui nous ont demandé de trouver un modèle de données commun pour la recherche sur les données de vie réelles en oncologie. Donc, c'est une demande de l'ancien comité de concertation. Et donc, si on va prioriser ces travaux, une des solutions, c'est que, enfin, vous êtes les mieux placés pour savoir quelles données sont pertinentes et quelles données on a besoin pour pour la recherche en oncologie. Donc, nous donner votre avis là-dessus sera intéressant. Et donc, peut-être que je te contacterai, Sébastien, pour faire le lien avec Initrad. On veut tout, nous, hein. On veut tout. On veut tout. Une question de Thomas Lacornerie à Lille. Où peut-on trouver ce qui est obligatoire? Alors là, c'est pas mon domaine. C'est plutôt côté réglementation et DNS, mais je peux me renseigner et vous transmettre ça plus tard. Moi, j'ai une dernière question. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a des API Fire, donc des interfaces graphiques qui permettront d'aller coder à partir des données existantes dans nos environnements métiers, que ce soit chez Variant, que ce soit chez Electa et peut-être chez Accuray et Research, mais ça, j'ai pas d'informations. En attendant ce jour, comment est-ce qu'on peut se former si, voilà, imaginons que je suis jeune, je suis plus si jeune, mais j'ai envie de me former et j'ai pas envie d'attendre que les API soient éditées. J'imagine qu'il y a des ressources online où je peux commencer à mettre mon nez et m'acculturer à Fire et à des entrepôts existants, comme tu l'as fait toi peut-être dans ton cursus. Alors oui, non, c'est pas ça, je vais un peu trop loin. Une sorte de bac à sable. Donc, sur Fire, je me suis formé tout seul, ça se fait plutôt bien quand on est technique. Donc là, j'ai une liste de documentation. Donc la bible de tout expert interop Fire, c'est ce lien-là qui fait source de vérité pour toute la documentation Fire, qui est assez difficile d'accès au début, mais en creusant, on trouve ça de plus en plus accessible, de plus en plus facile à comprendre. Euh, pour tester Fire et pour faire les requêtes, il y a un Fire open source, il y a un serveur Fire open source qui est accessible ici via ce lien. Après, je vous ai mis des liens vers les documents, les différents modèles OMOP, Osiris et MCode, et les différents liens vers la documentation ANS. Donc, se former directement via la DocFire, mais difficile d'accès pour un médecin qui n'est pas du tout technique, peut-être. Et Peut-être qu'il y a si des on jeunes trouve qui codent, on va voir. le mot. Ça On va serait les- super. Faire une communauté de médecins informaticiens, ça serait super. Ah ben, on va essayer. Alors, il n'y a plus d'autres questions sur le chat. Personne ne lève la main. Eh ben, je vais conclure alors, puisqu'il est 29, donc ça fait une demi-heure, c'est parfait. Merci encore à Nicolas pour cette présentation qui est très claire. Et puis, merci à tous. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain avec Aurélien Jobard pour parler du modèle Osiris. Voilà, Merci pour merci l'organisation. merci à tous.